Bonjour à tous. Mon nom est Béatrice Anne Bastela. Donc moi, je suis en charge d'Asemis en Belgique. Il va y avoir avec nous, évidemment, c'est Nicolas qui va juste montrer s'il le faut ou pas. J'ai un petit problème de caméra, je suis désolé, je Alors, salue tout le Nicolas, monde à distance, navré. Nicolas, voilà, vous ne verrez pas Nicolas en vrai, mais il est bien là, je vous le rassure. Nicolas va parler une demi-heure. Et pour ceux qui le connaissent et savent que parfois il parle plus, non, là vraiment il va parler une demi-heure. Pendant un quart d'heure après, Rudy qui va peut-être aussi se montrer, sauf s'il a aussi un problème de caméra. Rudy animera les questions-réponses que vous pouvez donc nous poser, vos questions que vous pouvez nous poser via le fil de discussion qui s'affiche sur la droite. Et puis Olivier Berby de Novencia, qui est le groupe que Asemis a rejoint il y a quelques mois, qui est plus spécialisé dans tout ce qui est analyse de données, répondra aussi. Olivier, si tu veux aussi te montrer. Voilà, Olivier répondra aussi à des questions que vous auriez sur le rôle des données, justement, dans cette réflexion sur la prévention. Alors, si je peux juste rappeler les règles qui sont évidemment qu'on soit en silencieux, ce que je vais faire moi aussi dès que j'aurai terminé, comme ça on écoutera surtout Nicolas. Et comme je le disais, vos questions sur le fil de discussion et Rudy les posera à Nicolas et Olivier dans les 15 minutes de midi. Voilà, donc je pense qu'en termes de règles, c'est bon. Et comme je vous le disais dans le mail, on a lancé l'enregistrement, notamment pour pouvoir partager à ceux qui voulaient se joindre à nous aujourd'hui et qui n'ont pas pu le faire. Voilà, Nicolas, je ne serai pas plus rapide. Je te laisse la parole. Merci Béatrice. Alors, je commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de prévenance. La prévenance, c'est déjà l'attitude d'une personne qui cherche à faire plaisir. Quelqu'un de prévenant, c'est quelqu'un qui cherche à faire plaisir. Quand on parle de prévenance dans la relation client, ça consiste à satisfaire le besoin d'un client avant qu'il n'ait eu besoin de l'exprimer. Et puis, la prévenance, c'est quelque chose qui repose sur la capacité à anticiper les besoins de ses clients. Ça veut dire, à minima, qu'on connaît ses clients et leurs besoins, ce qui n'est pas tout à fait rien en termes d'expérience client. On va se concentrer aujourd'hui sur la prévenance dans l'expérience client. L'expérience client aujourd'hui, c'est pas forcément la chose la plus importante. Il y inclut pour les clients eux-mêmes. Ils sont davantage citoyens, parents, amis que clients. Certaines entreprises pensent que c'est peut-être pas si important non plus que ça pour eux. Là, je pense en revanche qu'ils se trompent. C'est-à-dire que les entreprises, l'expérience qu'ils vont faire vivre durant cette période, qui a commencé il y a un mois et qui va probablement durer encore quelques mois sous différentes formes, eh bien, la qualité de l'expérience qu'ils vont faire vivre dans ces mois est à proprement parler vitale. Pourquoi? Parce que cette crise du Covid-19 met sous tension l'expérience client. Vous savez qu'on dit souvent en termes d'expérience client qu'il y a des moments particuliers, des moments de vérité, des moments dont on se souviendra longtemps. Eh bien, on peut être à peu près sûr que cette crise en est un sacré. Et donc, les clients se souviendront longtemps de ce qu'ils auront vécu avec les entreprises durant cette période. Cette crise, c'est aussi évidemment un événement de vie inédit et qui agit, en termes d'expérience et de relations clients, comme un révélateur. Et malheureusement, comme un révélateur surtout des manques ou parfois des insuffisances. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez continué, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, à recevoir des mails assez surréalistes. Par exemple, moi j'ai reçu la semaine dernière un mail qui m'invitait à aller essayer le dernier modèle de voiture hybride dans un garage qui était pourtant fermé depuis 3 semaines. Ça, c'est le révélateur d'une entreprise qui ne maîtrisait pas ses communications clients. Ça sera aussi un révélateur pour tous ceux qui ne savent pas vraiment qui sont leurs clients, qui les appelle et pourquoi. Ceux-là vont probablement avoir du mal à maintenir un niveau acceptable de qualité de service dans la durée. Ceux qui ne maîtrisent pas les motifs d'appel auront du mal, évidemment, à choisir les clients et les types de demandes, à réorienter proactivement vers les canaux digitaux.
Donc ça va être un révélateur. Bien sûr, ça sera un révélateur, je crois qu'on le sait tous, un révélateur douloureux parfois, pour ceux qui ne sont pas prêts sur le digital, pour ceux qui ne sont pas aptes à proposer rapidement des parcours digitaux simples à leurs clients. Donc révélateur, moment de vérité, et puis accélérateur de transformation, parce que sous la contrainte du confinement, les clients vont s'habituer à faire depuis chez eux des choses que de tout temps ils n'imaginaient pas faire autrement qu'en proximité. L'exemple le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est le développement exponentiel de la téléconsultation médicale. En février, il y avait un médecin français sur 10 qui pratiquait la téléconsultation. En mars, ils étaient 1 sur 3. Elle n'était possible, cette téléconsultation, que par vidéo. Maintenant, elle l'est par téléphone pour pouvoir faire bénéficier de ce service à un maximum de personnes. C'était remboursé par la sécurité sociale à 70% il y a encore 15 jours. Maintenant, ça l'est à 100%. Tout ça l'a été possible en quelques jours. Accélérateur, donc. Autre point, c'est qu'en matière de psychologie sociale, beaucoup d'articles sont publiés là-dessus. Une crise, et notamment une crise pandémique, ça crée deux catégories de gens, des héros et des salauds. Il y a peu de place pour l'intermédiaire. Jean Delumeau, qui est un grand historien des pandémies, a expliqué que ces pandémies faisaient disparaître l'homme moyen. Pas forcément physiquement au sens réel, mais on ne le voit plus, on ne le remarque plus. Vous avez dû remarquer que dans les communications dans la presse et même entre nous, on ne parle que de héros ou de salauds. Giorgio Armani en Italie est devenu un héros parce qu'il a été le premier à fermer tous ses magasins, le premier à donner les grosses sommes d'argent et le premier à convertir ses usines de mode dans la production de blouses jetables. On a tous en tête tout un tas d'entreprises qu'on considère comme héroïques parce qu'elles ont modifié leur ligne de production pour faire du gel hydroalcoolique. On pourrait penser aussi à ceux qui nous permettent d'avoir de l'eau qui coule tous les jours à notre robinet, à ceux qui nous donnent des réseaux Internet qui nous permettent de communiquer tous les jours avec nos proches, tout ça. Voilà, on est du côté plutôt de l'héroïsme. Et évidemment, le dire de tous ces gestes de remerciement pour les soignants, les caissiers, les livreurs, les postiers, les éboueurs. Voilà. Ces héros du quotidien, ce sont souvent des salariés. Et donc, les employés d'abord, c'est souvent le mot d'ordre. En ce moment, il est particulièrement vrai. Mais c'est un mot d'ordre extrêmement pragmatique aujourd'hui. La nécessité de travailler d'abord sur les employés, ça vient d'une réalité toute simple qui consiste à dire si on ne donne pas d'abord un équipement de protection à un technicien pour qu'il aille intervenir et réparer un client, il ne peut pas faire le service. Donc, les employés d'abord, c'est la phrase la plus pragmatique qu'on puisse prononcer en ce moment, si on veut assurer la continuité et la reprise des activités. Donc, longue introduction pour vous dire qu'on va parler. Pourquoi c'est important de parler de prévenance ? Parce que cette crise, elle met sous tension les promesses habituelles des entreprises en matière d'expérience client et la capacité à respecter ces promesses. Pour parler de prévenance, j'ai choisi avec mes collègues de vous présenter des exemples de pratiques remarquables sur le sujet, et en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup. Et la présentation de ces exemples, nous les avons structurés autour des besoins des clients, des besoins spécifiques générés par cette crise. Certains besoins, très peu nombreux, vont disparaître avec la période de confinement. La plupart des besoins que je vais vous présenter sont des choses qui vont prendre différentes formes, mais qui risquent de durer sur des semaines et des mois. Le premier besoin, et c'est peut-être le seul qui a disparu quasiment parce que les gens sont rassurés, le premier besoin chronologique, c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est moi, client, j'ai d'abord besoin d'être rassuré sur le fait que j'aurai toujours accès à l'essentiel. Me nourrir, me faire soigner, me déplacer pour aller travailler si j'en ai besoin, etc. Et là, je vais très vite sur ce besoin, il est un peu derrière nous, mais on a 1000 exemples en tête. SNCF qui continue à faire rouler les trains juste nécessaires, 7% des TGV le jour de Pâques, pas plus, surtout pas plus. Et puis un exemple que j'ai trouvé complètement emblématique, c'est Meny. Meny, c'est une chaîne de supermarchés danois qui, pour s'assurer l'essentiel au démarrage de la crise, l'essentiel, c'est garantir que chacun puisse se protéger avec du gel hydroalcoolique. Ils ont eu cette idée assez géniale de dire, moi, je vends la première bouteille à 5,50 €, mais les deux bouteilles, ça sera 268 €. C'est leur manière de dissuader l'achat de 2 flacons. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, mais le mot dissuasion, ça risque d'être un mot à la mode en termes d'expérience client dans les mois qui viennent. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'était le premier besoin chronologique. Le
Deuxième besoin dans l'ordre d'apparition, c'est évidemment ce besoin qui a consisté à dire il faut absolument que je reporte ou que j'annule les rendez-vous, les prestations que j'avais planifiées pendant cette période. Là, évidemment, tous les sites de réservation d'hôtels, toutes les grandes chaînes hôtelières ou de tourisme, toutes les compagnies aériennes ont revu drastiquement et simplifié leurs procédures de report ou d'annulation. L'exemple emblématique pour moi, c'est ce qu'a fait Lufthansa, qui est allé encore plus loin que toutes les autres en disant c'est très simple, ne faites rien. Ne faites surtout rien, gardez vos billets, ne les annulez pas, prenez le temps d'y réfléchir, on vous remboursera si c'est nécessaire, vous déciderez plus tard. C'est le zéro effort en acte. Voilà, et sur ce sujet-là, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, évidemment. Je vais très vite sur ces deux premiers besoins, parce qu'autant quand j'en ai parlé il y a 15 jours, ils étaient encore d'actualité. Aujourd'hui, ce sont des besoins qui se sont exprimés, même avant l'annonce du confinement, mais ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous, non pas parce que c'est plus important d'avoir accès à l'essentiel ou de pouvoir reporter ses rendez-vous, mais parce que les clients sont majoritairement rassurés par les entreprises et les services publics sur le fait qu'ils vont continuer à avoir ces besoins satisfaits. Voilà. On a depuis quelques semaines maintenant des besoins qui, eux, vont perdurer et qui sont d'une autre nature. Au fil de l'eau, et même si ce n'est pas essentiel, ben j'ai besoin en tant que client de pouvoir réaliser, j'ai envie de continuer à réaliser certains achats. J'ai besoin d'être assisté, d'être dépanné, d'obtenir les informations qui vont me permettre d'optimiser mon budget, mes consommations, etc., bien entendu. Sur tous ces sujets, en fait, ce dont on a besoin en tant que client, c'est de comprendre ce qui change et ce qui ne change pas avec la crise. Ce qui peut être ici, c'est exclusivement la clarté et la simplicité du message. Je vous ai mis deux exemples emblématiques, il y en a des milliers. Excusez-moi pour ceux qui sont en ligne et qui font sans doute des choses très bien déjà sur le sujet. Il a fallu choisir des exemples. Regardez sur la gauche l'exemple de Mint Energy, un distributeur d'électricité français, d'énergie verte. Et il explique en 5 bullet points tout ce qu'il est possible de faire pendant le confinement et tout ce qui ne l'est plus. L'essentiel en 5 bullet points avec des mots extrêmement simples. Regardez l'exemple de droite, Leroy Merlin, qui a dû fermer ses magasins et qui a expliqué qu'on pouvait, sur les produits de première nécessité, faire le retrait hors du magasin. Et il précise, comme beaucoup d'autres, qu'il y aura des mesures sanitaires pour protéger clients et salariés. C'est très simple, de bon goût, pour expliquer pourtant une évolution majeure du parcours d'achat. Le retrait sur rendez-vous en dehors du magasin. Regardez comment c'est formalisé. Si vous voulez vous inspirer d'exemples de communication proactive simple sur un site internet, allez voir celui de Leroy Merlin, extrêmement exemplaire sur le sujet. Il évolue quasiment tous les jours. Type de besoin, bien sûr, c'est que même pendant le confinement et puis pendant le déconfinement progressif, j'aimerais continuer évidemment à utiliser mes services et mes produits, c'est la moindre des choses. Pour satisfaire cette attente, on a regardé ce que les entreprises font et il y a 4 grandes catégories de solutions qui sont proposées par les entreprises. La plus connue aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont donner accès à distance, évidemment, qui vont faciliter l'accès aux usages à distance. Un des exemples emblématiques et bien connus, c'est Decathlon qui a mis en avant ses applications de coaching sportif. Les applications Decathlon Coach, elles sont aujourd'hui dans le top 5 de toutes les applications téléchargées sur l'Apple Store. Là aussi, si vous voulez des exemples de sites internet qui mettent en avant la facilitation d'usage à distance, allez voir celui de Decathlon. Aujourd'hui, le site de Decathlon, il est exclusivement contextualisé sur les éléments de crise. C'est-à-dire sur la première page, sur la home page, vous allez trouver tous les éléments sur les sports du moment. Voilà. Donc, bel exemple à creuser. Deuxième élément pour aider le client à pouvoir utiliser en continu ses services et ses produits, c'est de me faciliter l'usage de produits et services. Là, il y a deux grands registres d'action. Il y a celui qui est porté avant tout par les télécoms, et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le besoin de rester connecté avec les proches est essentiel. Et donc, moi, je suis client d'Orange, j'ai reçu le petit SMS et qui m'a fait très plaisir, qui me dit, pas d'inquiétude, si des fois vous dépassiez, vous avez 10 gigas
apporter de data supplémentaires. Vous aurez continuité de service. J'ai mis l'exemple de Proximus en Belgique parce que nous avons des amis belges là au téléphone et que voilà, évidemment, ils ne sont pas en reste sur ce sujet. Donc, faciliter l'usage de service, c'est tout ce qui consiste à faire des gestes pour garantir la continuité de service. Et puis, il y a tout un tas d'autres actions qui est de proposer des tutoriels ou des services d'aide à l'usage. Là aussi, je vous invite à aller voir sur le site de Leroy Merlin ce qu'ils font. Le sujet du bricolage est plutôt en avance sur le sujet. Mais regardez, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, il y a des tutoriels maintenant que les coiffeurs envoient à leurs clients pour qu'ils puissent se faire couper les cheveux par leur conjoint ou leur enfant, par exemple. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, mais ce développement de l'aide à l'usage est un des axes très forts aujourd'hui en termes d'expérience client. Le troisième sujet pour aider à utiliser services et produits, c'est de me donner accès gratuitement à des services auxquels je n'ai pas souscrit et qui sont d'habitude payants. Là, l'exemple emblématique qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, beaucoup de bruit positif, c'est celui de la Poste qui a donné accès gratuitement à son service de visite hebdomadaire par un facteur de personnes âgées et isolées pour tout simplement s'assurer toutes les semaines que tout va bien. D'habitude, c'est un service payant. Là, il a été mis pendant la durée du confinement à disposition gratuite des clients. Des gestes comme ça, il y en a un certain nombre, bien entendu. Le quatrième et dernier point pour travailler en prévenance ces sujets-là, c'est de proposer des services qui n'existaient pas et qui ont été créés pour répondre à cette crise. Generali, la semaine dernière, a lancé un service nouveau, adapté à la crise, une offre d'assurance spécifique qui intègre l'indemnisation en cas d'hospitalisation, bien sûr, une livraison de repas et de médicaments à la famille, et puis une date de fin de couverture qui est infiniment plus courte que d'habitude, ça s'arrête en fin décembre. Donc on est vraiment là sur la conception de produits et d'offres spécifiques à la crise. Évidemment que dans les jours et semaines qui viennent, la capacité pour les entreprises à mettre en place et à commercialiser des offres réellement différenciantes qui répondent aux besoins conjoncturels va être un facteur extrêmement important. On ne peut pas oublier dans la mise à disposition des services, les services publics. Je ne sais pas si on en a tous conscience, mais quand l'État français ou belge d'ailleurs ouvre les écoles pour permettre aux soignants, aux enfants de soignants de continuer à avoir des lieux d'accueil, c'est un service qui évidemment n'existait pas et qui a été inventé en quelques jours pour répondre aux besoins. D'accord ? Donc, voilà, comment on continue à avoir accès aux services. Il y a un autre type de catégorie de besoins, c'est cette crise, elle va me créer à moi, client, elle va me poser des problèmes inédits. Qu'est-ce que vous faites, vous, entreprise, pour m'aider à faire face à ces éléments? Là, on a identifié trois types de pistes assez courantes ces temps-ci. C'est les entreprises qui vont faire des choses sur la limitation de l'impact financier. Volvo, par exemple, a proposé, a dit à tous ses clients, ne payez pas, vous paierez ce que vous deviez me payer en avril, vous le paierez à partir de juillet. Ça, c'est la proposition de Volvo. Un délai de 90 jours pour régler les prochaines échéances. Ford, dans le même secteur, a fait un choix un peu différent puisque eux, ils ont communiqué proactivement sur le fait que les clients particuliers et les gestionnaires de petites flottes pourraient demander, s'ils le souhaitent, le report de leurs échéances. Moi aussi. Et là, c'est au choix du client. Donc, limiter l'impact financier, bien sûr, c'est un des éléments majeurs de l'aide qu'on peut apporter. Pour sortir du B2C et parler d'exemples de B2B, de relations entre entreprises, il y a un autre axe qui est beaucoup développé, c'est aider le client à connaître toutes les aides dont il peut bénéficier aujourd'hui et dans les mois qui vont venir. Là, j'ai choisi de vous parler un exemple d'une association, l'ADI, dont le métier est d'aider des personnes qui sont particulièrement en difficulté en ce moment, qui sont les micro-entrepreneurs. Ils sont là pour aider les gens loin de l'emploi à créer des micro-entreprises et ils sont là pour les accompagner. Eh bien, en moins de 15 jours, les 600 conseillers ont passé plus de 35 000 appels proactifs pour expliquer à ces auto-entrepreneurs les aides dont ils pouvaient bénéficier. Ils ont formé plus de 2000 auto-entrepreneurs à travers des webinars, éléments qu'ils n'avaient jamais réalisés avant cette crise. Ça, évidemment, m'aider à connaître toutes les aides.
Autre point évident qui est un peu derrière nous, mais qui pourrait renaître dans les prochaines semaines à mesure que de nouvelles annonces vont être faites, c'est aidez-moi, faciliter mes démarches spécifiques liées à la situation. Là, les premiers à tirer sur le sujet ont été les assureurs avec cette question qui nous paraît maintenant très ancienne et qui est, voilà, on va commencer le travail à domicile. Vous allez sans doute avoir besoin d'une attestation d'assurance, votre employeur va vous la demander. On ne l'a pas mis en place sur le site internet, que ce soit la Massif ou d'autres. Ils ont envoyé évidemment un mail proactivement à leurs clients avec un seul clic pour télécharger cette assurance. Simple et de bon goût, mais extrêmement efficace. Faciliter ces démarches spécifiques liées à la situation. Plus légère et parce que la crise est très voilà peut être un moment difficile à passer. Pendant la crise en tant que client, j'aimerais pouvoir m'occuper, me divertir, me faire plaisir. Il y a un millier d'exemples sur le sujet. Là, c'est pour le fun, mais je vous invite à aller regarder parce que nous pouvons tous en bénéficier. L'initiative qu'a pris le musée Getty de Los Angeles et qui nous invite tous à reproduire sans peinture ni tableau des grands tableaux de maître. Donc vous avez une photo assez amusante là et vous avez tout un tas d'exemples sur le site. C'est extrêmement amusant et détendant. Pas de raison de se priver pendant cette session. Je reviens maintenant à des besoins non pas plus importants, parce que le précédent est drôlement important, mais peut-être plus sérieux. On a une autre catégorie d'attente qui est une catégorie qui va concerner, vous savez, ces clients de plus en plus nombreux qui développent des comportements qu'on appelle de consommateurs, des gens extrêmement sensibles à la responsabilité sociétale et écologique de l'entreprise. Eh bien, en tant que consommateur, je veux qu'on m'aide à contribuer à une approche responsable. Il y a trois manières principales de procéder aujourd'hui pour les entreprises. Il y a le fait de rassurer les clients sur le fait que les entreprises dont elles sont clients se comportent de manière éthique et responsable. Maïf a fait beaucoup de bruit, vous connaissez tous cet exemple, en prenant la parole le premier parmi les assureurs pour dire voilà, j'anticipe une baisse drastique du nombre de déclarations d'accidents auto, j'anticipe 100 millions d'économies, eh bien je vais reverser ça à mes sociétaires. Et puis vous choisirez de percevoir cette somme ou de la reverser à 3 associations. Bon, tous les assureurs, enfin aucun assureur mettant reste là-dessus. On a cité la Maïf qui a fait beaucoup de bruit, mais AXA aujourd'hui a créé un fonds de solidarité, a offert des dizaines de milliers de repas aux hôpitaux, a rendu gratuite la téléconsultation en Belgique, par exemple. Donc voilà, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui et les entreprises sont globalement extrêmement responsables sur le sujet. Autre manière de répondre aux besoins spécifiques des consommateurs, c'est je veux qu'on me permette de participer, contribuer activement à des actions qui correspondent à mes valeurs. Là, vous avez peut-être entendu parler de cette initiative d'Airbnb qui incite ses hôtes à mettre à disposition gratuitement aux soignants un logement qui d'habitude, évidemment, est immonde. Voilà, ça c'est un bel exemple. Voilà. Et puis un troisième exemple, issu d'EDF en l'occurrence, c'est puisque être responsable, c'est aussi aider les entreprises dont je suis client à faire face aux difficultés, eh bien EDF n'a pas hésité à faire appel à la responsabilité de ses clients pour éviter de saturer ses centres d'appel. Alors, le message peut paraître tout sauf original, parce qu'évidemment, la plupart des entreprises aujourd'hui incitent à aller sur le digital. Là, ce qui est intéressant, c'est le ton, c'est l'appel à la responsabilité du client. On s'adresse à un autre registre d'attente client, on fait appel à sa responsabilité. C'est à ce titre-là que c'est extrêmement intéressant, cet exemple. Dernier exemple, et ce n'est pas le moins important, le dernier sujet plutôt, la dernière attente, c'est que si je suis dans une situation précaire ou si je suis simplement en difficulté, j'ai besoin pendant cette période-là et dans les mois qui vont venir de me sentir accompagné et d'être accompagné réellement. Là, on parle de précarité dans toutes ses dimensions. Il y a la précarité pécuniaire, bien sûr, financière. Et là, l'exemple du crédit mutuel est assez fantastique. Le crédit mutuel ouvre ses guichets automatiques bancaires aux personnes qui n'ont pas de carte. Donc ce sont des personnes fragiles financièrement. Elles ont un compte bancaire, elles n'ont pas de carte de paiement ou de retrait.
voilà, elles doivent d'habitude impérativement passer au guichet pour avoir de l'argent et faire leurs courses. Là, la solution temporaire de retrait, on lui demande d'appeler un conseiller par téléphone et le conseiller va lui donner par SMS un code qui va lui permettre de faire ses opérations de retrait jusqu'à 500 € au guichet. Précarité financière, précarité affective, précarité par exemple de la solitude des personnes âgées. Là, il y a plein de belles initiatives. J'ai pris l'initiative de la ville de Namur qui a envoyé un courrier à toutes les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent s'inscrire à une liste d'appels réguliers pour garder un lien. Voilà. Et puis, il y a une dernière précarité auquel il faut absolument penser dans cette phase, c'est la précarité numérique. La précarité numérique, en France, c'est 17% des Français qui restent en difficulté par rapport au numérique. C'est plus de 35% des jeunes qui n'arrivent pas à remplir leur démarche administrative en ligne. Ces gens-là, dans cette période où on a fermé les canaux habituels de contact, sont en très grande difficulté. Et donc, l'association Solidarité Numérique a mis en place un dispositif d'aide spécifique pour ces populations en les aidant au téléphone à réaliser leurs démarches numériques. Voilà, donc on pourrait multiplier évidemment à l'infini ces exemples, mais je pense que ces illustrations, elles permettent déjà d'avoir un premier panorama des types de besoins clients d'aujourd'hui et de demain. Et c'est finalement plus cette typologie des besoins qui est intéressante que les pratiques des entreprises elles-mêmes, parce que les pratiques vont dépendre des secteurs d'activité et des moyens dont dispose l'entreprise. À gauche, petite initiative intéressante d'une chaîne de sport, de salle de sport, qui dit, je ne connais pas, je ne suis pas sûr de bien connaître vos besoins après tout, donc dites-moi comment vous souhaitez être accompagné pendant cette période. Bonne idée, me semble-t-il. Une remarque quand même, c'est que s'il y a tant d'exemples d'entreprises qui font de belles choses en termes de prévenance d'expérience client, c'est que le sujet est pris très au sérieux par les entreprises. Et je crois que ce n'est pas un hasard si les entreprises accordent autant d'importance à la prévenance aujourd'hui. C'est que la prévenance en termes d'expérience client, c'est gagnant. C'est un impact très positif pour la satisfaction client. Et moi, tous les gens que j'ai interviewés récemment dans les entreprises me parlent d'une élévation du niveau de satisfaction client en ce moment, ce qui est une surprise. Voilà, donc impact positif pour le client, impact positif évident pour le personnel, fierté, valorisation, relation très pacifiée et très positive avec le client, bien entendu. Et puis, n'oublions pas un impact financier positif pour l'entreprise. Des actions de prévenance bien ciblées, c'est des coûts qu'on évite. Quand on informe proactivement un client sur un de ses sujets de préoccupation, il ne va plus nous contacter sur ce sujet. Et en ce moment, tout appel entrant inutile évité, c'est très précieux. Et puis quand on fait un geste de prévenance ciblé sur les bonnes personnes, plutôt que d'arroser tout le monde, on économise. Le choix que j'ai présenté tout à l'heure de Volvo, de décaler les paiements de tous ses clients, c'est extrêmement généreux, mais c'est extrêmement coûteux également. Et donc, pas sûr que toutes les entreprises, bien sûr, auront les moyens d'aller aussi loin. Donc, quel enseignement on peut tirer de ce benchmark? Déjà, bien sûr que beaucoup de choses sont faites en termes de prévenance, mais qu'il en reste sans doute aussi beaucoup à faire, parce que les besoins là, que j'ai réécrits à droite ne sont probablement pas tous satisfaits aujourd'hui, et puis ils vont évoluer dans les semaines qui viennent, ils vont prendre d'autres formes, et ces besoins vont devoir continuer à être satisfaits, bien entendu. Pendant la période de confinement, j'ai évidemment beaucoup insisté dans mes exemples sur cette période, parce que les exemples foisonnent, mais sur les besoins vont perdurer dans les différentes étapes de déconfinement progressif, et puis sur l'après. C'est un peu le mieux normal. Pour aider ceux qui souhaitent à aller plus loin, en fait, on est parti du principe qu'il y a 3 enjeux prioritaires aujourd'hui pour les professionnels de l'expérience client. C'est 1, de préparer la reprise d'activité, 2, d'éteindre le plus vite possible les feux clients qui apparaissent au fil de l'eau, et puis 3, c'est d'empêcher que de nouveaux feux apparaissent en sélectionnant notamment les actions de prévenance. Éviter à tout prix les bombes à retardement qui, pour la plupart, sont extrêmement prévisibles. Pour faire ça, on va vous transmettre en même temps que le support de cette présentation un petit kit d'autodiagnostic très modeste
qu'on a réalisé pour aider à choisir les priorités en matière de prévenance. Ce kit, il est structuré autour des 8 besoins clients majeurs, et puis il vous incite à vous poser pour vous-même les questions en 4 étapes. C'est identifier les besoins prioritaires de vos clients pendant la crise entendue au sens large, pas seulement le confinement, qualifier le degré de satisfaction de ces besoins par votre entreprise, choisir les besoins auxquels vous vous dites qu'il vous faudrait répondre de manière proactive et prévenante, parce qu'on n'a pas besoin d'être prévenant sur tous ces besoins. Et puis, bien sûr, évaluer les actions de prévenance en cours au sein de votre entreprise. Sont-elles, par exemple, suffisamment personnalisées? Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous enverra. Vous en ferez ce que vous voulez. Si vous voulez partager les résultats, envoyez-les nous et on s'engage à faire un petit benchmark sur le sujet dans les prochains jours, bien entendu. Le deuxième point qui est important, en dehors du fait d'anticiper ces actions de prévenance, le deuxième point, c'est de considérer la crise sur toutes ses dimensions et sur toute sa durée. On avait, il y a une dizaine de jours, dans nos réflexions, distingué 3 phases de la crise. On considérait que c'était des phases un peu séquentielles. En fait, ce n'est pas tant des phases que des postures face à la crise. Il y a trois moments. Il y a la sidération. La sidération, c'est le coup dans l'estomac, on est estomaqué. Bon, c'est un peu derrière nous maintenant. Il y a la gestion, on est encore un peu bizarre, mais on gère puisqu'il faut bien avancer. Puis il y a la projection, travailler sur ce que sera la période de déconfinement progressif, essayer d'anticiper les impacts, et puis bien sûr travailler sur la reprise d'activité. Assez naïvement, on avait pensé que c'était des phases, mais évidemment que ce n'est pas séquentiel. Et que aujourd'hui, les deux dernières postures, celle de gestionnaire et celle de projection, sont les deux postures qui nous occupent en ce moment. Revenons 30 secondes sur la phase de sidération, parce qu'elle nous apprend des choses sur ce qui va devoir être fait maintenant. La phase de sidération qui s'est terminée en gros il y a une dizaine de jours, hein, globalement, si on veut simplifier, c'était une phase pendant laquelle les entreprises étaient concentrées sur leur plan de continuité d'activité. Et la question, c'était qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise avec la force de travail parfois restreinte et toujours à distance, comment je peux assurer l'essentiel? En termes de prévenance, on avait une communication massive vers les clients et le plus souvent une communication peu personnalisée. On transmettait peut-être des mails avec mon nom et mon prénom, mais le plus souvent, c'est le même mail que celui de mon voisin. On offrait des nouvelles chaînes à regarder de télévision, mais ce sont les mêmes chaînes pour tout le monde. C'est déjà tellement bien que personne n'a pensé, et heureusement, à s'en plaindre. Ça a été apprécié comme des gestes en plus. Maintenant, on rentre dans une autre phase. On rentre depuis une dizaine de jours dans une autre phase. La phase de gestion, on y est encore, hein, bien sûr. C'est cette phase où les cellules de gestion de crise perdurent, où les nouveaux sujets opérationnels arrivent, où on apprend à les régler. C'est là où on commence à découvrir l'impact sur la qualité de service, où on commence à découvrir des sujets du type zut, les centres qui éditaient les factures papier, ils ont fermé, et on constate que 20% des clients ne peuvent plus être facturés. Alors on résout le problème. Par exemple, certains ont fait le choix d'imposer la dématérialisation de la facture. Voilà, donc on a appris très vite dans la phase de gestion à régler ces problèmes. Je ne vais pas revenir beaucoup sur cette phase. Ce qui est important, c'est que la manière de gérer cette phase, elle va avoir un impact direct sur l'ampleur des tas de sable que vous récupérerez lors de la reprise d'activité. Et bien sûr qu'aujourd'hui, il faut concentrer l'essentiel de la bande passante à la reprise d'activité, mais il ne faut surtout pas minimiser cet effort de gestion. On est obligé de mener les deux en même temps. En matière de gestion, pour nous, il y a 3 priorités. Il y a le fait de passer maintenant à une prévenance personnalisée. D'identifier et de repérer les populations qui ont des besoins spécifiques et d'y répondre proactivement. Les banquiers ont commencé, bien sûr, il y a un peu de temps maintenant, à repérer les types de clients à qui ils vont proposer proactivement de reporter les échéances ou d'augmenter la ligne de crédit. Plus globalement, c'est sans doute durant cette période qu'il faut identifier les catégories de clients à qui on va proposer des facilités de paiement. Il faut choisir son camp par rapport à ce que proposait Volvo tout à l'heure, à tout le monde ou à certains. C'est peut-être le moment de proposer des chaînes pour enfants uniquement à ceux qui ont des enfants.
c'est certainement le moment de repérer les clients qui sont en détresse et de leur proposer un accompagnement vraiment renforcé. Voilà. Le deuxième sujet pour nous de cette phase en termes de prévenance, c'est d'utiliser la prévenance pour limiter l'impact parfois des sous-effectifs sur la qualité de service. L'impact sur la qualité de service pour certaines entreprises aujourd'hui, c'est la première priorité opérationnelle. Et en matière d'expérience client, c'est vrai que quand je ne réponds qu'à un client sur 5, ça pose évidemment un problème. La prévenance n'est qu'un des leviers pour agir, évidemment. Mais quand même, toute information proactive bien ciblée peut contribuer à limiter les flux d'appels entrants. Inciter les gens à utiliser le digital ou à écrire des mails plutôt que d'appeler, c'est déjà de la prévenance, simple, mais efficace, dès lors qu'on communique au bon client. Donc ça, impact important. Le point le plus important, c'est la troisième priorité, nous semble-t-il, c'est l'anticipation pendant cette période des difficultés prévisibles sur l'ensemble des parcours clients. Pendant les premières phases de la crise, notamment pendant la sidération, on s'est centré sur le cœur d'activité. Aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine de jours, il est très utile d'élargir et pour éviter qu'un tas de sable énorme ne nous attende en quelques semaines. Pour faire ça, il y a quand même des moyens relativement simples. Il y a des signaux faibles qui sont remontés à chaud par les personnels de front. Il y a des messages écrits des clients dans leurs mails, par exemple. Il y a les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est plus de 60% d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, pour entendre les signaux faibles, aller coller son oreille à ce qui se passe sur les réseaux sociaux est extrêmement important. Autre point, en dehors des signaux faibles, c'est qu'il y a des approches plus systématiques et qui sont assez simples à mettre en place. Il y a beaucoup de choses difficiles à prévoir dans cette crise sur l'impact sanitaire et économique. Par contre, il y a des choses tout à fait prévisibles. Les effets du confinement des clients et des personnels et ce qui change sur les parcours sont extrêmement prévisibles. Si on veut réaliser des interventions chez le client aujourd'hui, il faut évidemment, il y a des choses... Il faut prioriser le type d'intervention qu'on va faire en fonction des ressources de techniciens qu'on a. Il faut intégrer dans ces dialogues de vente le fait de sécuriser avec le client la prise de rendez-vous, parce qu'il n'est pas certain qu'un client aura envie d'avoir un technicien chez lui. Et donc, il faut, lui demander l'autorisation et deux, avoir mis en œuvre les procédures qui permettent de sécuriser ce rendez-vous. Un camarade d'Orange m'expliquait qu'Orange avait prévu quelque chose d'extraordinaire sur le sujet. C'est-à-dire que quand ils interviennent chez le client, ils interviennent avec 2 équipements et ils l'annoncent au client, l'équipement pour le technicien et l'équipement pour le client. Ça, c'était extrêmement prévisible. Ils l'ont prévu, ils l'ont fait. Eh bien, beaucoup de choses qui vont sans doute arriver dans les semaines qui viennent sont extrêmement prévisibles par une démarche un peu systématique. Prenons un exemple, je n'ai pas de chiffres, mais tous les gens avec qui j'en parle dans les entreprises évoquent une baisse vertigineuse du nombre de réclamations, notamment les réclamations sur les factures. Voilà. Quand on va lever les mesures d'exception en matière de recouvrement, il est extrêmement prévisible qu'il y aura un accroissement des réclamations. Ça s'anticipe, bien évidemment. Autre anticipation importante, c'est l'anticipation de l'impact de certaines pratiques mises en place à l'occasion de la crise. Le développement de l'autonomie du client. Les tutos des coiffeurs pour que vous vous fassiez coiffer en l'absence de coiffeur. Les tutos des plombiers qui vous apprennent à distance à réparer même des fuites complexes. Bien sûr, ça prépare positivement la digitalisation et de ce point-là, ça doit être salué, mais il va falloir réfléchir à l'impact que ça a sur les demandes à venir. Quand on aura habitué les clients à faire, sans nous, certaines activités cœur de métier, ça a forcément des impacts sur les demandes de demain. Pour conclure, je voulais juste dire 2 mots sur la phase dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la phase de projection. Pour nous, il y a 1000 actions à imaginer, mais on a voulu en citer 3 avec mes collègues. Première chose évidente, c'est la nécessité de redéfinir, de redesigner les parcours omnicanaux. Bien sûr, ce sont des parcours comme toujours, on l'a toujours dit, tout le monde, simples et fluides, c'est la moindre des choses. Ils vont devoir en plus être protecteurs pour les salariés et pour les clients. Ils vont devoir, et c'est la grande nouveauté, guider
La grande mode en termes de stratégie omnicanal, c'était de laisser le choix au client d'utiliser le canal qu'il souhaitait, et puis d'essayer de le diriger gentiment vers le digital, mais enfin bon. Là, c'est la fin de l'open bar, très probablement, dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que pendant quelques mois, probablement, le client ne choisira pas les canaux. Il va falloir le guider. Je vous parlais de dissuasion tout à l'heure. Il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures de dissuasion sur certains flux, les flux en boutique, même certains flux en service client, bien entendu. Il est intéressant, si vous voulez, un bench sur ce sujet, d'aller voir ce que font certaines enseignes de bricolage aujourd'hui ou les banques. Vous savez que Bricomarché a commencé cette semaine à réouvrir de manière massive ses magasins. Ils ont défini des protocoles d'accueil stricts. Par exemple, pas plus de 15 personnes dans la boutique. Évidemment, des marquages au sol, comme nous l'avait montré déjà les hypermarchés. Mais là, on est sur parfois des espaces beaucoup plus restreints que les hypermarchés. Donc, intéressant d'aller voir. Allez voir aussi comment Leroy Merlin ne reçoit aujourd'hui à l'extérieur du magasin que les gens sur rendez-vous. Ça aussi, c'est de la dissuasion et de la gestion de flux. Les agences bancaires, qui pour certaines restent ouvertes, privilégient aujourd'hui le contact téléphonique, bien sûr, et le rendez-vous. Là, on a des armes de dissuasion qui sont en train d'être mises en place, et c'est un des axes extrêmement importants à travailler dans la construction des parcours omnicanaux dans les semaines qui viennent. L'autre point sur ces parcours omnicanaux, c'est qu'ils vont être extrêmement évolutifs. Et donc là, il va falloir choisir dans votre expérience client les règles qui sont des règles d'exception et qui vont juste durer quelques mois, l'assouplissement des règles de recouvrement, par exemple, et puis celles qui vont perdurer et s'inscrire dans le marbre, en tant que nouveau mode de fonctionnement ordinaire. Voilà. Ça, c'est un point très important. Qu'est-ce qui est rémanent et permanent? Qu'est-ce qui va être provisoire? Autre point, c'est le dernier, c'est qu'il va falloir sur ces parcours omnicanaux probablement segmenter davantage l'offre d'expérience client. Pendant les périodes intermédiaires, il va sans doute falloir adapter les règles aux situations clients. Je prends un exemple évident. Si vous avez parmi vos clients des entreprises de tourisme, on peut espérer que certaines règles concernant le recouvrement, par exemple, vont continuer un peu plus longtemps qu'avec les autres secteurs, évidemment. Ça, ce sont des sujets inédits qu'il va falloir se poser dans les semaines à venir, évidemment. Le deuxième sujet, c'est la digitalisation. Là, je vais vite parce que, évidemment, je pense que c'est une évidence pour tous. Voilà, ça fait des mois et des années qu'on veut faire plus de digital, hein, bien sûr, mais là, il nous semble à tous qu'il va falloir changer de braquet. Je vous donne un élément de réflexion, sans certitude de ma part, mais en gros, nous on considère que jusque-là, la digitalisation, en fait, c'était la rencontre d'une attente client, la simplicité, et puis du besoin économique de l'entreprise de maîtriser ses coûts. Ceux qui ont su proposer des parcours digitaux simples ont un taux de digitalisation élevé, les autres, non. Mais dans la période qui s'annonce, il risque d'y avoir une asymétrie qui n'existait pas avant entre la nécessité impérative pour les entreprises de digitaliser à marche forcée pour réduire les coûts et le souhait des clients qui, dans quelques semaines ou dans quelques mois, pourraient bien avoir envie de renouer avec leurs habitudes de consommation en face à face. Allez regarder, il y a les chiffres qui commencent à arriver de Chine sur les boutiques qui réouvrent, ce sont des chiffres records. La plupart des boutiques qui ont réouvert ont battu leur record de vente le jour de leur réouverture. Il faudra voir si c'est un sujet rémanent, permanent ou pas, mais c'est un point de réflexion. Le dernier point, et je conclus là-dessus, c'est promis, et c'est une surprise, c'est pour ça que je conclus là-dessus, je vous le disais tout à l'heure, là non plus, je n'ai pas de chiffres, ce sont des camarades dans l'entreprise qui me le disent, c'est que on a plutôt une amélioration de la satisfaction client en ce moment, à la surprise un peu générale. Et finalement, quand on regarde, c'est normal, parce que durant cette crise, certaines entreprises ont fait un bond en matière d'expérience client. Jamais les entreprises n'ont été aussi pédagogues, protectrices, réactives, agiles. Elles ont résolu en quelques jours des problèmes qui traînaient depuis des mois. Alors bien sûr, elles y sont arrivées en levant certaines barrières. Elles se sont affranchies de règles de gouvernance, de financement, de gestion de relations clients, ou même d'ingénierie sociale. On a fait des choses qu'on ne peut pas faire en règle normale. Voilà. Et donc, on constate plutôt une amélioration sensible de la salle client. Et finalement, un des défis que
pour ma part, et pour être honnête, je n'avais pas du tout anticipé, c'est un des enjeux des semaines qui viennent, c'est comment on va maintenir ce niveau d'excellence et de proximité client en matière d'expérience client dans le cadre d'un fonctionnement normal. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Il est 12h15, donc on a passé les 45 minutes qui étaient prévues. J'ai un peu plus long que prévu, désolé. Aucun souci, je pense que personne ne t'en voudra. Peut-être juste une question à Olivier. Nicolas évoquait les clients qui pouvaient se trouver en difficulté ou en détresse. Est-ce qu'il y a des possibilités via la data d'identifier ces clients et comment on pourrait le faire ? Oui, effectivement. Merci Rudy pour la question. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où les canaux, le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, les sites web des entreprises sont sursollicités. Et il est parfois difficile de trouver les personnes qui ont des difficultés, qui sont en détresse. Et c'est vrai qu'avec la data, on a des traces. En travaillant sur des traces, une personne qui a essayé de joindre un centre d'appel, on a son numéro, une personne qui a navigué sur les réseaux sociaux, qui a cherché des informations, ou sur le site web, ou sur un forum, on sait ce qu'elle a fait et on peut détecter des personnes qui sont en difficulté. En faisant le lien, tout simplement, entre tout ce qu'elle a pu faire, la fréquence des essais qu'elle a pu faire, les informations qu'elle a tenté d'aller chercher sans succès. En faisant le lien avec tout ça, on peut déclencher donc détecter déjà la personne et puis déclencher une aide personnalisée. Et on peut même aller plus loin, c'est que en fonction du comportement qu'on va avoir, on peut même réaliser, en faisant une segmentation basée sur les données, réaliser des actions ciblées et appropriées par rapport au sujet et à la difficulté de la personne. Voilà. Ok, merci. Il y a une question qui est venue de Anne Ducrest. Nicolas, peut-être pour toi, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la durée attendue par les clients de la gestion post-crise ? Alors, la réponse est rapide, c'est non. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas lu l'enquête récemment sur le sujet. Ouais, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire comment on peut anticiper les impacts sur les parcours clients pendant ces différentes phases qu'on va probablement vivre, les différentes phases de déconfinement ? Oui, bon, là on est dans de la méthode, j'allais dire classique, et dont la plupart disposent. C'est probablement il y a des difficultés qui sont générées aujourd'hui par le confinement. Quand on commence à faire des hypothèses sur les modes de déconfinement possibles, notamment pour les canaux physiques, que vont devenir les boutiques, avec du sans contact, avec des rendez-vous, avec des choses de ce type-là. Donc ça, lister les difficultés générées par le confinement et le post-confinement, les limites qui sont imposées aux clients et aux salariés, sur chacun des parcours clients. Ça nous paraît être une première étape relativement simple. Repérer ce qui change pour le client, une action, une opération qui est impossible ou doit être réalisée autrement. Sur chaque changement, anticiper les réactions prévisibles des clients. Ça nous paraît être des choses relativement simple à faire. Je pense que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du recouvrement, qui est un des parcours importants. C'est vrai qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, si on est en ce moment en train de relancer méchamment les clients pour qu'ils payent, on peut anticiper facilement les réactions extrêmement violentes de la part et les réactions de rejet du client. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est sur chacun des parcours de lister les choses qui changent, les règles qui s'appliquent, et de voir comment les clients vont réagir positivement ou négativement à ces différentes actions. Donc on est sur des méthodes là, relativement simples. Et c'est vrai que voilà, pour revenir sur la question de Anne, c'est vrai que la durée acceptable pour le client, je me demande si en fait c'est une question qu'il pose en tant que client ou plutôt en tant que citoyen. Et donc c'est plutôt une question aujourd'hui. Le registre sur lequel elle se pose aujourd'hui est plutôt une registre qui est posée
aux autorités d'État, plus qu'aux entreprises. Encore une fois, j'ai introduit comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, autant pour l'entreprise, l'expérience client doit être une priorité absolue, autant chez le client, il y a une dissymétrie, une asymétrie. Autant aujourd'hui chez le client, ça n'est pas le registre d'activité le plus important. On est plus citoyen, ami, voilà. Et donc, d'où l'importance que les entreprises prennent en charge une grosse partie de la relation client. Parfait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai vu la question de Cyril, donc Cyril peut-être nous contacter directement, on regardera par rapport aux autres exemples qu'on a pu identifier sur les B2B. Sinon, je suggère d'en rester là. Comme Nicolas le disait, la présentation va être partagée, donc si vous voulez participer au diagnostic, l'autodiagnostic, ce serait avec un grand plaisir. Et donc, il nous reste à vous remercier de la participation et à vous souhaiter une bonne continuation et puis prenez soin de vous. Merci. Merci à tous. Au revoir.